Et notre invité expert international en développement et ancien ministre du Bénin est avec nous. Il s'agit de Rekia Madougou. Madame Madougou, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors nous venons de voir ce sujet sur la clôture du 27e sommet de l'Union africaine avec une belle part accordée aux droits de l'homme. L'Afrique est un continent vaste, des religions diverses, des ethnies diverses, des langues diverses. On ne peut pas parler d'Afrique en général. Jean-Marie, est-ce qu'il y a des États, selon vous, qui se distinguent? Selon vous, quels sont les pays aujourd'hui sur le continent africain que l'on peut qualifier d'exemples en termes de promotion des droits humains? En termes de promotion des droits humains en Afrique, déjà l'Afrique, on peut la diviser en deux, c'est-à-dire on va parler du Maghreb, on va parler de l'Afrique subsaharienne. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes ethnies, différentes religions. Ces différences sont en Afrique, c'est-à-dire ont un poids en tant que tel. Généralement, on parle de l'Afrique globalement, mais ces cultures-là sont nécessaires à garder, parce que ce sont les cultures, les histoires qui sont relativement différentes. C'est vrai qu'il y a un socle commun, mais à côté de ça, chaque région, si vous voulez, a sa spécificité, et ces spécificités-là sont à respecter. Et maintenant, si je peux parler, c'est-à-dire, bon, je ne veux pas mettre à faire, si vous voulez, un catalogue de satisfaits de tel ou tel pays qui fonctionne bien de tel ou tel autre. Mais moi, je ferai une analyse beaucoup plus macro qui me permettra de dire que l'Afrique aujourd'hui, on a une absence de démocratie qui convient de conforter. Donc, quand vous avez des forums comme ceci, des forats comme ceci qui se passent, il est important, si vous voulez, qu'on prenne des décisions qui font avancer l'Afrique. Et non seulement, c'est-à-dire que ces forums-là, c'est des forums qui sont des forums où on réunit des chefs d'État, on sort de là, on prend des dispositions théoriquement, mais sur le papier, mais sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Justement, Daouda, au-delà des déclarations de bonne volonté, quelle contribution effective apportera ce 27e sommet à la promotion des droits de l'homme et de la femme sur le continent ? Bon, sur la question de la promotion des droits de l'homme et de la femme aussi, je pense qu'il y a la Cour de justice de l'Union africaine qui va être enclenchée. Donc ça, je pense que c'est une réponse qui est, à mon avis, qui pourrait être efficace. Maintenant, je ne reviendrai pas dans le détail sur les modes de saisine, sur qui peut saisir la Cour, etc. Parce que son efficacité dépend de ça également. Mais bon, je pense qu'il y a une réponse là qui est apportée à ce niveau-là pour répondre précisément à la question. Maintenant, de manière un petit peu plus globale, je pense qu'en termes de nouveautés, moi j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de changer de cap. Le changement de cap, c'est-à-dire que pour une première fois, la question du financement, de l'autonomie même de l'organisation est posée et je pense que ça me semble important pour garantir l'indépendance complète de l'organisation. Il y a aussi l'entrée du Maroc, peut-être aussi intéressant. Qui a voulu réintégrer, rappelons-le à nos téléspectateurs, l'Union africaine qui avait été quittée en 1984. On verra la suite et ce que ça peut apporter à l'organisation. Mais je pense également, quand j'ai vu le déroulement de ce sommet, on a vu les jeunes qui étaient invités à prendre la parole. Et je pense que ça, c'est un élément très important. La construction de l'Afrique ne se fera pas sans la jeunesse. Quand on regarde la pyramide des âges du continent, la base, elle est élargie. Il y a essentiellement de jeunes. Et le problème de ces organisations, finalement, c'est de ne pas prendre en compte cette question de la jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de jeunes parmi les chefs d'État, il faut le dire. Donc, à défaut, il faut quand même construire des synergies, soit des commissions ad hoc pour permettre à la jeunesse de contribuer, parce que l'Afrique ne se fera pas sans sa jeunesse, ça c'est une évidence. Puis les questions de il y a tellement de choses, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais justement, Madame Madougou, la jeunesse et la femme également, deux socles sur lesquels il devra absolument compter pour le développement du continent. Absolument, je pense que de toutes les façons, l'Afrique aujourd'hui ne peut pas compter sans sa jeunesse. On parlait tout à l'heure de la pyramide des âges en Afrique qui effectivement est constituée d'une grande majorité de jeunes. Et en même temps, la question de la stabilité des États aussi en est tributaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États comprennent de plus en plus que lorsqu'on autonomise la jeunesse, on s'achète la paix. Également, la question de la femme, de l'autonomisation de la femme est de plus en plus en vigueur. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui prend corps en Afrique. Pendant des décennies, on en a parlé. Aujourd'hui, cela s'accompagne de dispositions au niveau régional, supra-régional. Je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. Mais la question du financement de l'organisation pour moi, est la principale décision qui a été prise cette fois-ci. Vous savez, aucune organisation, fût-elle la plus grande de notre région, ne peut s'en sortir, ne peut être indépendante si elle ne l'est pas financièrement. Figurez-vous que l'Union africaine, quand même, est notre plus grande organisation régionale et que financièrement, à 73%, elle dépendait de l'aide étrangère. C'est absolument aberrant. Et donc, le fait aujourd'hui de créer des
mécanismes d'autofinancement, à savoir par exemple une taxe sur l'importation au sein des pays, je pense que c'est une décision salutaire et son opérationnalisation serait davantage intéressante pour les pays. Oui, Jean-Marie, une bonne décision, encore faut-il que ce soit effectif sur le terrain. Peut-être rappeler qu'il y a certains pays du continent africain qui ne payent toujours pas leur cotisation annuelle à l'Union africaine. Je vais prendre un exemple relativement simple, Amira. Il y a Daouda qui vient de parler, si vous voulez, de la Cour de justice de l'Union africaine. Cette Cour de justice, depuis que le décret a été signé, le traité signé, vous avez que 11 États qui ont contribué. Et le seul État qui a vraiment posé la volonté pour entraîner les autres, c'est le Kenya.